Bonsoir Antonin Lévy, merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes l'avocat de François Fillon, votre client, l'ancien Premier ministre, qui a été aujourd'hui condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, et une amende de 375 000 €, 10 ans d'inéligibilité. Pénélope Fillon, sa femme, également condamnée. Marc Joulot, son ancien supplément, également condamné. Vous avez fait immédiatement appel. Il y aura donc un nouveau procès. D'abord, comment a réagi François Fillon ? Écoutez, la décision était bien sûr sévère. Elle suit en totalité les réquisitions du ministère public. Donc, en un sens, on avait déjà eu un coup de semonce de ce qui allait se passer aujourd'hui. Et après ce coup de semonce, l'obus, cette fois, a frappé droit au but. Et c'est peut-être avec une forme de préavis que la décision a été accueillie par François Fillon. Il n'a eu qu'un seul mot. Il m'a dit « faites appel ». Et vous n'avez pas parlé avec lui, vous n'avez pas compris, il s'y attendait, c'est ce que vous me dites. Il s'attendait à cette sévérité, à cette condamnation à 2 ans ferme. Il avait peut-être toujours foi dans le fait que l'on puisse obtenir un jugement véritablement impartial. Et la seule chose que je lui ai dit, c'est il faut qu'on lise le jugement et qu'on essaie de comprendre. Depuis 13h30, depuis tout à l'heure, on a eu la copie de ce jugement et on a déjà pu s'entretenir sur le contenu de cette décision. Et très concrètement, cela confirme les craintes que nous avions maintenant depuis plusieurs mois, si ce n'est presque plusieurs années, depuis 2017, c'est qu'on est face à une décision assez illisible, pas sur la forme, mais sur la motivation, et qu'on a du mal à comprendre comment on réussit à faire tenir cette déclaration de culpabilité et cette sentence si sévère et si forte. Alors, une peine lourde, donc on le dit. Vous avez le sentiment que la justice a voulu faire un exemple, parce que c'est pas la première fois, c'est la 3e affaire dans laquelle des hommes politiques sont impliqués. L'affaire Balkany, l'affaire Karachi, aujourd'hui l'affaire Fillon, avec à chaque fois des jugements lourds et notamment des peines de prison ferme. Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est pas un message civique aussi de la part de la justice qui dit aux hommes politiques, attention, les limites ne peuvent plus être franchies? Oui, ça c'est sans doute le cas. C'est un message civique, c'est possible. C'est peut-être plus un message politique, du reste. Et lorsque l'on voit ce type de condamnation et les motivations qui sont celles que l'on a ici, dans ce jugement, mais d'ailleurs comme on les avait dans les autres affaires que vous évoquiez, ce ne sont pas des messages de droit. Ce ne sont pas des messages... le code pénal ne prévoit pas ce genre de raisonnement et ce genre de phrases extrêmement choc sur la moralisation de la vie publique à laquelle se livrent les juges. Par exemple ? Par exemple, c'est la nécessaire probité à laquelle sont tenues les personnes qui aspirent à des fonctions électives. C'est une forme de la palissade absolue. Non mais très bien, mais ça vous choque? Non. Ça vous surprend? Non. C'est quand même effectivement, le tribunal dit les faits commis alors que François Fillon était député et Premier ministre, il a commis un manquement à son devoir de probité, à son devoir d'exemplarité. Il a contribué à éroder la confiance des citoyens. Cela vous choque? Non, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est qu'en fait, on a déjà une infraction qui réprime spécifiquement les éventuels manquements commis par des hommes politiques. Et on ne peut pas condamner plus durement un homme politique qu'on ne condamnerait une personne lambda. La justice d'exception, en fait, elle s'applique quand on déroge à la règle pour s'adresser à certaines personnes. Moi, j'ai une chose qui m'interpelle dans ce jugement, Madame Elkrief, c'est que, on a déjà copie, il fait 168 pages. On a vu ces derniers jours des événements intéressants qui se sont déroulés sur la manière dont la justice s'est comportée dans ce dossier. On a vu ces derniers jours une forme de libération de la parole sur la manière dont ces enquêtes étaient menées et la manière dont la justice traitait le politique et dans la manière dont la justice pouvait, sous pression, interagir avec les hommes politiques. Ces événements, ils sont certes récents, ils datent maintenant d'il y a une dizaine de jours. Nous avions saisi le tribunal d'une demande pour qu'il soit pris en compte. On rappelle de quoi il s'agit, c'est Eliane Houlette, la procureure du parquet national financier, qui a affirmé devant la commission d'enquête parlementaire sur la justice qu'elle avait, au début, elle a affirmé avoir subi des pressions, Exactement. entre guillemets. Ensuite, elle a dit avoir été mal comprise. Oui. Et c'était des pressions de sa supérieure hiérarchique, du parquet. Et elle a ensuite affirmé avoir été mal comprise et a dit que de toute façon, cela n'aurait rien changé sur le fond. Elle a été mal comprise sur un terme qu'elle emploie 3 fois. Et le président Macron a dû également mal la comprendre puisqu'il a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est un fait rarissime, pour venir enquêter sur la manière dont cette enquête s'est déroulée. Cet événement-là, vous savez, d'un point de vue judiciaire, c'est un tremblement de terre. C'est rarissime, c'est fondamental. Vous savez la place qu'on y accorde dans ce jugement? Pas une ligne, pas un
mot. Absolument rien. Ce que l'on constate, c'est que ce jugement, il était rédigé avant les déclarations de Mme Houlette, et c'est formidable, on a fait usage du confinement pour pouvoir précisément rédiger cette décision, mais tout ce qui s'est passé ces derniers jours, les déclarations de Mme Houlette, les déclarations du juge Van Orenbeck qui a été entendu devant la même commission d'enquête parlementaire, qui sont extrêmement éclairantes sur ce que l'on dénonce depuis le début, elles en sont totalement absentes. Ce que vous dénoncez, c'est la rapidité des procédures, le fait qu'effectivement il y a eu une information permanente des supérieurs hiérarchiques de la procureure du parquet national financier. Et donc vous dites finalement c'était un procès politique et vous continuez à le penser. Je dénonce le traitement d'exception. La justice doit être la même pour toutes. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est les hommes politiques ne sont certainement pas au-dessus des lois. Ils doivent être assujettis de la même manière à la loi que tous, mais ils n'ont pas moins de droits que les autres. En même temps, là, vous me parlez de forme, parce que qu'est-ce qui va changer? Vous avez fait appel et vous voulez que finalement, dans l'année qui vient, parce qu'il faut prévoir qu'un procès en appel, il va être tenu dans un an, étant donné un certain nombre de retards pris, par exemple, par le confinement. Pendant cette année-là, vous espérez qu'il y aura des éléments nouveaux qui vont être pris en compte. Peut-être sur la forme, c'est ce que vous espérez. Pas seulement, je vous parle pas seulement. Alors d'abord, qu'est-ce que vous attendez de ce procès en appel? Parce qu'après, on en viendra au fond. Et aux motivations du jugement qui sont très cinglantes. Si vous en êtes d'accord, est-ce qu'on peut commencer par le fond? Parce que, en effet, la forme, finalement, elle est liée, mais elle est secondaire. Sur le fond, il y a une chose, moi, qui me choque profondément, c'est que nous avons, je crois, dans le cadre de cette audience, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau, et ça avait été à l'époque relayé publiquement, les débats ont été extrêmement éclairants sur les tâches qui avaient été accomplies par Mme Pénélope Fillon. On a discuté longuement à l'audience de la question du traitement de courrier, de la réception des administrés. Nous avions produit 42 attestations, c'est plus de témoins à décharge que de témoins à charge dans la tétillée du dossier, 42 attestations. Est-ce que vous savez le traitement qu'on réserve à ces 42 attestations dans le jugement, Mme Krief? Je vais vous montrer. C'est ça. 42 attestations. Qui n'ont pas été convaincantes. Qui n'ont pas été convaincantes, soit, mais au moins que l'on m'explique pourquoi. Et en revanche, nous avions expliqué, je crois, lors du procès, pourquoi certains témoins ne devaient pas être crus. Nous avons démontré pourquoi certains témoins étaient des menteurs. Nous avons démontré pourquoi certains n'avaient pas de valeur probante et devaient justement peut-être conduire à porter un regard circonspect sur leurs accusations portées contre François Fillon. Ce que l'on reproche dans ce jugement, sur le fond, c'est à Pénélope Fillon de ne pas avoir su démontrer son innocence. C'est ça qu'on lui reproche. Et là-dessus, d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes qui étaient dans la salle d'audience qui ont été surpris parce que on l'a vu très intimidé, évidemment, et très difficilement peut-être convaincante, justement. Alors qu'on avait présenté une personnalité qui avait été très préparée, qui allait démontrer son innocence, qui allait avec beaucoup de force expliquer tout ce qu'elle avait fait. Comment vous le comprenez? C'est son avocat qui en parle mieux que moi. Il a expliqué, je crois, et je ne voudrais pas travestir ces mots, mais la violence de cette procédure contre elle. La manière dont Pénélope Fillon en venait à détester son propre prénom, qui était le reflet de ce scandale dont elle se sentait être la cause. Il a expliqué, et je ne voudrais surtout pas trahir la pudeur de Mme Fillon sur ce sujet, mais la violence qu'elle a subie dans cette procédure, les accusations contre elle, contre sa famille, et la difficulté, je crois, qu'on peut tous avoir, tout un chacun, à venir s'expliquer devant un tribunal, à se retrouver livré en pâture à l'opinion publique. Mais ce qu'on avait également noté à l'époque, lors des débats, c'était les éléments nouveaux qui avaient été apportés, la difficulté qu'il y avait à apprécier la réalité du travail d'un collaborateur parlementaire en général, et certains de vos confrères en étaient venus d'ailleurs à parler d'un doute qui pouvait exister. Et la différence entre la matière morale et la matière pénale, c'est que le doute en matière morale peut ne pas bénéficier à la personne et on peut considérer que moralement on se fait sa religion et que l'on condamne. En matière pénale, le doute doit nécessairement profiter à l'accusé et il ne lui appartient pas de démontrer son innocence. Le doute n'a pas traversé l'esprit des juges puisque ils affirment que les tâches de Pénélope Fillon ne dépassaient pas le suivi du courrier, la participation à des soirées. C'était seulement un soutien à la carrière de son mari, que son salaire absorbait
toute l'enveloppe parlementaire, qu'aucune pièce transmise par la défense, donc celle dont vous parlez, n'a permis d'étayer le rôle de Pénélope Fillon. Ses déclarations à la presse ont montré qu'elle n'avait jamais eu d'activité professionnelle. C'est quand même extrêmement précis, c'est quand même extrêmement motivé. Bon. Alors, le procès va se refaire. C'est précis et faux, puisque l'enveloppe parlementaire n'a jamais été absorbée en totalité par Pénélope Fillon. Et prendre 42 attestations et dire « elle ne me convainc pas », à un moment, le principe de la justice, c'est également de pouvoir être rendu et expliquer comment elle est rendue. Et donc, venir dire, vous n'avez pas rapporté la preuve, en dépit des 700 pièces, dont je considère qu'elles ne sont pas suffisantes, en dépit des 42 attestations, dont je considère qu'elles ne vous êtes l'avocat de la défense extrêmement déçu par le jugement, je comprends. Mais maintenant, comment vous vous projetez et comment vous préparez la suite? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi est-ce qu'il serait si différent en appel? C'est pas seulement déçu, Madame Écrieff, c'est que la manière dont notre droit fonctionne, c'est quand même avec 2-3 principes relativement établis. Le premier, c'est en effet, d'une part, les droits de la défense, l'indépendance de la justice, l'impartialité de la justice et la présomption d'innocence. Et quand vous prenez ces principes qui, encore une fois, je réinvente pas la roue, on est quand même sur la base absolue à laquelle tout un chacun, même François Fillon et même n'importe quel homme politique a droit. Quand vous voyez que ces principes, en réalité, volent en éclats pour parvenir à un jugement que je qualifie de moralisateur. Le vrai problème, c'est doit-on passer par tous les moyens pour parvenir à une fin qui est de rendre un jugement comme celui-ci. Et l'entorse qui est posée sur les principes essentiels de notre droit en matière pénale me laisse espérer qu'en phase d'appel, on n'aura pas simplement 42 témoins qui viennent expliquer quel est le travail de Pénélope Fillon. Ça ne me convainc pas. Moi, écoutez, d'un point de vue judiciaire, je trouve ça décevant. Et vous pouvez aussi, en phase d'appel, peut-être changer aussi de position de défense. Reconnaître peut-être un certain nombre de choses qui seraient établies et éventuellement plaider différemment. Enfin, il peut y avoir aussi des changements dans tous les sens. En phase d'appel, je pense que le changement le plus intéressant qu'on aura, c'est on n'aura pas la bunkérisation qu'on a eue dans le cadre de ce jugement. On a des éléments nouveaux, extrêmement intéressants, qui vont pouvoir être creusés et qui, au moment du procès en appel, auront sans doute fait toute la lumière sur la manière dont cette enquête s'est déroulée. On a dénoncé depuis le début une enquête qui était biaisée et qui parvenait à des témoignages qui nous semblaient insatisfaisants et une recherche de la vérité qui n'était pas satisfaisante, justement. En cause d'appel, je pense que nous aurons plus d'éléments sur la manière dont cette enquête a été ouverte, dont cette instruction a été conduite et sur le fait qu'il était nécessaire à l'origine le plus vite possible, ce que l'on dit depuis le début. On n'a pas attendu les déclarations de Madame Moulette pour le considérer. Depuis le début, il fallait mettre en examen François Fillon le plus vite possible. En tout cas, mes confrères Davé et Lhomme, Gérard Davé et Fabrice Lhomme évoquent cette rapidité, mais elle peut être justifiée par l'imminence de l'élection présidentielle et la nécessité d'avoir un règlement à cette question avant le scrutin. Oui, et lorsque l'on confond vitesse et précipitation, on arrive à une enquête qui est insatisfaisante et on vous dit ensuite à la barre du tribunal, en dépit des éléments que vous produisez, des témoignages complémentaires que vous apportez, que finalement cette enquête que l'on considère comme étant bâclée, elle servira bien de fondement à une condamnation d'une extrême violence. Vous espérez et vous plaiderez pour une relaxe au prochain procès? Oui, bien sûr. Et à nouveau, sans changer d'axe de défense. Je ne doute pas que les éléments qui vont se faire jour dans les prochaines semaines vont être extrêmement éclairants pour aider la Cour d'appel à pouvoir prendre cette décision. Ce sera d'ailleurs intéressant de se retrouver face au parquet général, dont on voit qu'aujourd'hui, ils avaient, dès l'origine de ce dossier, fait une certaine pression sur les services du parquet national financier. Demander les informations à Éliane Houlette du parquet national financier. Oui, il demandait les informations régulièrement et assez... de façon un peu pressante. De façon pressante et extrêmement précise. Et quand j'entends ça et là dire que... Mais ce n'est pas illégal. Alors, pas forcément. Eh bien, pas forcément, Mme Elkrief. Ce n'est pas illégal quand c'est prévu par la loi. Et l'article 35 du Code de procédure pénale, là-dessus, est extrêmement clair. Qu'on m'explique en quoi des remontées d'informations à quelques jours de la fin d'une législature sont nécessaires à l'élaboration de la politique pénale par le gouvernement, car c'est à ça que servent ces remontées d'informations, je dirais qu'elles sont légales. Mais si l'on n'est pas capable de rentrer dans les critères de l'article 35, c'est illégal. Et à votre avis, pourquoi que chercher le parquet, que chercher le pouvoir politique, c'est ce que vous voulez, vous le dites encore. Je ne fais pas de procès d'intention. Ce que je dis, on parle de légalité, et j'entends de nombreux magistrats qui, à raison, viennent défendre leur institution et leurs collègues comme un seul corps, de considérer qu'il n'y a rien d'illégal à tout cela.
L'article 36 également, on en revient toujours à la loi et toujours au texte. L'article 36 prévoit que les instructions individuelles doivent être versées au dossier. Quand le parquet général donne une instruction individuelle, elle doit être au dossier pour que la défense puisse en avoir connaissance. Ça paraît normal, c'est simplement quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, juridiquement, ça se traduit par un document. Il est où ce document? Il a disparu du dossier. Parfaitement. C'était pas pendant l'enquête préliminaire et dans ce cas-là, c'était au stade de l'enquête préliminaire, mais ça doit être versé au dossier. Peut-être que c'est au stade de l'enquête préliminaire, c'est pas versé au dossier. C'est peut-être perdu entre le parquet général et le parquet national financier. Peut-être que l'article 36 lui aussi s'est perdu. Mais tout ça, c'est malgré tout de la forme. Vous avez le sentiment que ces manquements éventuels que vous reprochez auraient pu modifier le fond, auraient pu modifier les résultats et l'attitude et le comportement pendant 25 ans la forme de François est Fillon. indissociable du fond en matière judiciaire. On ne juge une preuve qu'à l'égard de la manière dont elle a été recueillie. Quand on vient nous expliquer dans les 102 premières pages du jugement la valeur probante des collaborateurs qui ont pu être entendus, des vieux camarades de classe de François Fillon qui avaient un avis sur la manière dont il employait son épouse, des personnes qu'il n'avait pas vues depuis 15 ans qui viennent avoir une opinion sur littéralement des faits qu'ils ne connaissent pas, c'est ça qui fait la matière d'un dossier. Et quand en face, en effet, vous apportez des éléments de preuve et que les juges vous disent, mais en les balayant d'un revers de main, que ce n'est pas convaincant, c'est quand même difficile d'avoir une décision qui soit balancée et une discussion qui soit parfaitement contradictoire. Comment réagit Pénélope Fillon ce soir ? Ce procès, je vous l'ai dit, mais déjà dès l'origine, cette affaire l'a profondément marquée. Elle a été infiniment meurtrie par les remarques qui ont pu être faites la concernant, par les insultes qu'elle a pu recevoir. Certains de vos confrères ont fait des articles sur lesquels j'ai même pas besoin de revenir, indiquant qu'elle était presque confinée chez elle depuis 2017, avec la difficile épreuve de porter ce type de procédure. Il est certain que la lecture de cette décision ne va pas la faire sortir de cette torpeur. Et naturellement que les propos extrêmement peu amènes tenus à son encontre vont la toucher. C'est quand même, à un moment, on a beau parler d'hommes et de femmes politiques, de l'affaire Fillon, il y a également des hommes et des femmes qu'on juge derrière, et c'est ce que l'on a aussi parfois un tout petit peu tendance à oublier. Merci beaucoup, merci Maître Antonin Lévy d'être venu sur notre plateau. Donc je rappelle, ce soir, vous avez fait appel de ce procès. Vous avez une idée du temps, on ne sait jamais, évidemment. Non, le temps, on ne sait jamais, mais peut-être qu'entre-temps, la commission d'enquête parlementaire aura pu avancer. Et si elle souhaite entendre, en plus des magistrats qu'elle a entendus, un avocat de la défense, je me tiens à sa disposition. Voilà un message qui est passé sur BFM TV. Un avocat qui veut bien être entendu sur la justice et le fonctionnement de la justice.